rebonjour. Alors j'ai pas mis le générique. Alors il y a eu un petit souci. Il y a eu un petit souci avec OBS, j'ai l'impression. Mais on est là. On est de retour. Est-ce que vous nous entendez correctement? Salut Bonjour, Guillaume. bonjour. Alors, Bonjour tout le monde. oui, On m'entend? Ah, voilà, c'est le retour, ouais, effectivement. La censure. Et oui, c'est Macron, de toute façon. Si vous avez un doute, c'est un peu Macron. Vas-y, tu peux te rapprocher, je pense, Ouais. un peu de moi. Voilà. Tout va bien, super. Eh ben, écoutez, je suis content de vous retrouver pour une deuxième partie de live avec une coupure totalement volontaire au milieu, bien sûr. C'était prévu pour couper le live en deux. Donc je suis avec Guillaume Bernard, salut. Salut. Qui travaille pour Rapport de Force. Je pense qu'on va même commencer directement avec la capture pour qu'on puisse voir. Oui, puis la capture qui marche pas, évidemment, sinon c'est pas drôle. Oh là là. C'est terrible ce qui se passe. Écran noir. Non, c'est l'écran noir était normal. C'était parce que j'essayais de faire fonctionner la capture. Pour il va faire tout noir. Pour parler. Alors on va mettre en mode studio. J'essaie de régler ça comme ça. Simplement pour. Est-ce qu'on a Google Chrome? Pour pouvoir refaire ça, maintenant, on va carrément faire comme ça. On va refermer toute la fenêtre. En plus, j'avais tout ouvert, j'avais tout préparé, mais c'est pas grave. Ça va partir dans les limbes. Ça ne marchait pas super. Ça ne marchait pas super, effectivement. Hop là, et on va mettre rapport de force directement. Comme ça. Voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, attendez. Capture de fenêtre. Voilà. Voilà, incroyable. Incroyable. Donc là, on est sur, on est sur un stream qui se passe très bien, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Alors, Guillaume, est-ce que, maintenant que ça marche, après seulement un quart d'heure de galère, est-ce que tu peux te présenter déjà, puis présenter un petit peu le site Rapport de Force pour les gens qui ne connaîtraient pas? Yes. Bon, bah, du coup, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Guillaume Bernard. Je suis journaliste à Rapport de Force. Donc c'est ce petit média que vous voyez dans la fenêtre qui marche désormais. Qui marche très bien. Et alors, comment présenter le média? Donc on est un média indépendant, professionnel, c'est-à-dire, parce qu'on nous pose souvent la question, on n'est pas un média militant ou relié à une organisation, qu'elle soit politique ou syndicale. Mais par contre, on a pour objet l'information, comme c'est marqué en sous-titre, pour les mouvements sociaux. Donc, information sur les grèves, c'est vraiment le cœur de notre ligne édito, mais aussi sur les luttes, ça peut être écologique, féministe. On fait une grosse veille sur ce que fait l'extrême droite et aussi donc voilà un peu tout ce qui a trait au mouvement social dans sa diversité. Alors on voit qu'il y a une veille là par exemple sur l'attaque d'extrême droite qui a beaucoup fait parler, notamment avec marqué la rédaction. Là vous étiez en réaction à chaud par exemple sur ça, mais vous avez aussi des enquêtes. Mais là pour le coup c'était toute la rédaction qui s'est mobilisée au moment de cette attaque pour. On était deux. Vous étiez deux. Vous êtes combien de toute façon? Vous êtes. De toute façon on est trois. Trois. C'est peut-être une petite rédaction, mais vous arrivez quand même à sortir régulièrement des articles. Je vous donne des exemples aux gens pour voir un petit peu sur quoi vous avez travaillé avant de passer au vif du sujet, parce qu'on va parler d'une enquête que vous avez sortie mercredi, enfin, que tu as sorti d'ailleurs, c'était ton enquête, mercredi. Mais un exemple d'article, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous traitez des sujets qui sont pas forcément couverts ailleurs, des mouvements sociaux. On essaye en fait, parce que sinon c'est difficile de se démarquer en fait. Il faut à la fois choper des sujets qui sont un peu originaux, qui n'ont pas fait l'actu partout, et si c'est un peu le cas, amener de la plus-value, des infos en plus, des interlocuteurs que les gens n'ont pas eu, que d'autres gens n'ont pas eu, ou creuser un peu plus, c'est un peu l'idée. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un exemple, parce que ça, pour le coup, c'était sorti un peu partout, mais sous forme de brève, quoi, en ayant... La première réaction, ça a été des chauffeurs là, qui s'étaient arrêtés... il y en avait 3 en France, originaires du Zimbabwe, chauffeurs de camions employés par
une entreprise d'Europe de l'Est, Slovaquie. Slovaque. Donc voilà, il y avait ça, c'était sorti. Il y avait un bel article dans Le Monde sur l'interview des chauffeurs à J+1, enfin quelques jours après leur arrêt sur l'aire d'autoroute, enfin de un chauffeur notamment celui-là. Mais nous, la plus-value du coup, c'était que c'était un sujet. On est allé après. Et en fait, ces chauffeurs ont été recueillis par la CFDT. Des routiers et ils ont pour projet de faire une action en justice et de dénoncer en fait parce que derrière ces chauffeurs il y en avait 3 qui sont arrêtés mais en fait il y en avait plusieurs dizaines partout en Europe et l'emploi voilà de chauffeurs étrangers c'est un problème systémique qui est dénoncé notamment par ces syndicats-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de nébuleuse d'entreprises, de sous-traitants, de clients, et c'est un petit peu essayer de creuser là-dedans, parce que là, on se retrouve avec des chauffeurs qui viennent donc du Zimbabwe, qui sont embauchés par une entreprise slovaque, qui se retrouvent à être défendus par des syndicalistes français. Exactement. Parce que c'est européen, parce que c'est un milieu de travail qui est extrêmement éclaté entre différents pays. Les employeurs profitent aussi de cette différence de droit du travail entre les différents pays européens pour faire un peu leur tambouille, quoi. Oui et non. Enfin, il y a une législation européenne qui doit homogénéiser ça, mais là, carrément, ce qui est dénoncé, c'est même pas les différences entre pays, c'est la fraude. Tout simplement, les entreprises slovaques fraudent, elles ne respectent pas le droit du travail qui est établi à l'échelle européenne, en tout cas sur ce secteur. Et les chauffeurs, ils se retrouvent à bosser, à plus jamais rentrer chez eux. Enfin, c'est vraiment, voilà, ils parlent de traite d'êtres humains. Pourquoi ? Parce que les mecs sont dans les camions toute la journée, ils rentrent jamais chez eux. Il y a aucun contrôle sur le nombre d'heures qu'ils font, etc., etc. Et en fait, ce que demandent les syndicats, c'est des contrôles pour pouvoir empêcher ce genre d'abus. Et ce genre d'enquête-là, c'est une que tu as sorti. C'est un article un peu plus long format qu'une brève ou qu'un article simplement sur le traitement d'actualité. Vous arrivez à en sortir à peu près combien d'articles par semaine ? C'est 3 par semaine, 2 à 3 par semaine. 2 à 3 par semaine, c'est des formats comme ça, ouais. C'est quand même pour une petite rédaction pas mal de taf, je pense. Ouais. On essaie de s'activer. C'est pas. Ouais. Et vous êtes financé comment, Rapport de Force ? Uniquement par don. C'est le même modèle que... on est assez proche de la rédaction de Basta, ou c'est le même modèle que Reporter aussi. C'est du don de soutien. Voilà, ça c'est la volonté, c'est un parti pris un peu politique d'avoir une information accessible à tout le monde, quoi. Et donc voilà, vous êtes sous format de don et vous travaillez aussi en même temps avec Basta, ce qui va d'ailleurs être le cas de l'article dont on va parler aujourd'hui. Avant de parler de l'article, j'avais prévu de passer un petit peu la bande-annonce d'une série que vous avez peut-être vue si vous regardez France Télé, qui s'appelle Frotter Frotter. Vous allez voir le lien après qui est assez étroit avec l'enquête que tu as faite pour Rapport de Force qui est sorti donc mercredi. Sur cette série, c'est un partenariat avec Basta, ça, celle-ci, hein, c'est ça ? Ouais, qui est aussi paru sur le site de Basta. Je vous laisse avec la vidéo, et puis ça dure moins d'1 minute, on se retrouve tout de suite après. On a besoin de monde en 508, en urgence. Ils ont pas trouvé la déchetterie en fait. Moi, mon contrat, il est pour 21 chambres. Depuis 4 mois, j'en fais 40. On travaille comme des chiens, puis on n'est pas payé. Y a pas nos heures sup. C'est une blague ? On va faire grève. C'est nos corps, c'est nos vies qui sont abîmées. Alors vous allez nous aider ? Vous voulez que je vous rende service ? Oui. Ah bah je vous dis non tout de suite alors. Vous me faites rigoler là avec votre grève. Ils sont trop puissants ces gens-là. Si vous n'êtes pas contente, il y a le Pôle emploi juste en face. Vous savez, vous pouvez attaquer le groupe Sargas pour travail dissimulé. Votre avocat vous l'a pas dit ? On n'a pas d'avocat. Maintenant vous en avez une. Inspiré d'une histoire vraie, Frotter Frotter, la nouvelle série inédite. Mercredi soir à 21h10 la grève de l'Ibis des Batignolles, avec Rachel Keke, que vous connaissez probablement par ce biais-là. Et donc, on parle de ça pourquoi ? Puisque l'article que tu as sorti, série Frotter Frotter sur France TV, le making-of que vous ne verrez pas, puisque le tournage de cette série était marqué par une grève, alors qu'il n'y avait pas de lien au départ avec la série, qui était une grève des travailleurs de l'audiovisuel, mais qui s'est retrouvée traitée de façon assez surprenante pour une série qui justement parle de grève et de répression et de monde du travail. Voilà. Tu peux expliquer comment tu es venu à travailler sur ce sujet ? Alors comment j'en suis venu, c'est des infos, grosso modo. Je connaissais une gréviste qui a fait partie du tournage, une salariée de la production audiovisuelle.
Et donc, il m'avait raconté ce tournage, mais quand même bien après le tournage. La question de quand sortir un article, quand ça se passe bien après, il faut trouver une accroche d'actu. Et l'accroche d'actu, c'est évidemment la sortie. La sortie de la série, La série. Donc on l'a sorti le même jour que la sortie de la série, 19 février, mercredi. Voilà, comme tu dis, c'est un truc d'essayer de pointer, on parle de grand écart, mais donc une réalisatrice et une réalisatrice qui est assez connue, Marion Vernou, elle s'appelle, un peu son parcours est un peu détaillé dans l'article. Qui veut faire donc une série franchement la bande-annonce elle est sympa, elle a l'air bien la série, je l'ai un peu regardée en diagonale. T'as pas regardé le début? Ouais. J'ai regardé parce que les 4 épisodes sont dispo sur France Télé si vous voulez les voir. Ouais. Et voilà, et franchement elle a l'air top la série, elle revient sur la grève de l'hôtel Ibis Batignolles. Ce qui est une bonne idée d'ailleurs. Complètement une bonne idée. Il y a déjà eu un film d'ailleurs sur la grève de l'hôtel Ibis Batignolles qui est sorti l'an dernier. Et je me souviens plus son titre, mais qui était bien. Celui-là, je l'avais vu entier. Il y avait Cool Chain dedans. Ok. Ouais. Là, on a Gringe, donc les rappeurs débarquent souvent dans ce genre de série, faut croire. C'est ça. Petite main, c'est ça? Sans doute, ouais. Ouais. Okay. Ouais. Et donc, non, ce n'est pas un happening. Oui, c'est ça la trollette. Ce n'est pas un happening cette grève. C'est un happening pour la promo de la série. Non. Je vous propose qu'on lise l'article. Je vais le lire pour les gens et puis t'hésites pas à m'interrompre si t'as des trucs à dire, des détails à ajouter que t'as pas pu écrire. Je sais que souvent les gens regrettent de pas pouvoir tout écrire, donc c'est l'occasion de développer. Non, mais carrément. Voilà, donc série Frotter sur France TV, le making of que vous ne verrez pas, donc article que tu as sorti le 19 février, donc mercredi de cette semaine. Donc la série est sortie donc au même temps que l'article. Diffusée sur France 2 le 19 février 2025, la série Frotter célèbre une grève victorieuse de femmes de chambre. Donc déjà spoiler, lorsqu'à l'hiver 2023, une grève historique démarre dans la production audiovisuelle et affecte le tournage. L'équipe dirigeante renie vite les valeurs qu'elle porte à l'écran. Remplacement de grévistes, pression sur les délégués du personnel, mépris. Son comportement finit par braquer les salariés et met prématurément fin à la première session du tournage. Récit d'une grève de l'autre côté de l'écran. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que effectivement, ça date de 2023, mais à l'occasion de la sortie de la série, c'était bien de revenir là-dessus. Surtout qu'il y a un espèce de décalage qui est assez évident entre l'esprit de la série et ce qui se passait sur le tournage. Ouais, c'est-à-dire que ça va loin, quoi. Quand on va jusqu'à du remplacement de grévistes, c'est illégal. Oui, c'est totalement illégal, évidemment. On n'est pas aux États-Unis. C'est dénoncé dans la série Frotter. En fait, ça c'est mot pour mot, il s'est passé du remplacement de grévistes avec l'accord, même à l'initiative de la production, mais avec l'accord, plus que l'accord même, l'assentiment de la réalisatrice. De la réalisatrice, le remplacement de gréviste, on rappelle, si vous faites grève et que votre employeur embauche quelqu'un pour travailler sur votre poste qui n'est pas occupé parce que vous êtes en grève, c'est interdit. On n'est pas aux États-Unis, comme je le disais, donc voilà. Ce qu'on peut dire juste peut-être aussi sur le chapeau, c'est que quand on parle de grève historique en fait dans la production audiovisuelle, c'est que c'est un vrai truc dont on a peu parlé. Et même nous, à Rapport de Force à l'époque, on ne s'est pas attardé dessus. C'est vrai que j'étais même pas au courant d'ailleurs de ça. Et alors, c'est complètement le plus gros mouvement social qu'il y a jamais eu en France dans la production audiovisuelle. Il y a quand même 130 ou 150 000 salariés, avec des séries, c'est détaillé plus tard, mais peut-être je spoil trop. Voilà, pratiquement, la Starac pratiquement menacée d'être mise à l'arrêt, des grèves sur Pékin Express, des programmes qui brassent des millions et des millions, et puis des petites séries comme ça, vraiment très gravement impactées, quoi. Et là, on parle de gros sous qui ont été perdus par les boîtes de prod. Et bon, ça c'est mal fini pour un peu les grévistes, on y revient. Mais en tout cas, ce que j'aimais dans cet article, c'était à la fois le fait de pointer un peu le décalage entre ce que faisait la réalisatrice à l'écran et derrière l'écran, et aussi de pouvoir revenir très en détail sur un mouvement social à la fois de manière locale et de manière nationale, comment ça s'est articulé. Ok. Il y a quelqu'un qui envoie 11 000 messages dans le chat pour dire qu'il ne t'entend pas assez, mais je pense que je t'ai augmenté. Vous entendez correctement Guillaume dans le chat? Non, parce qu'il y a une personne qui dit que je l'entends pas. Non, mais je pense que c'est peut-être le micro. Plus le micro. J'ai monté un peu ton micro aussi. Ok. Donc, article. Vous n'avez pas le droit de remplacer les grévistes. Sepoumon Solange dans le premier épisode de la série Frotter, ce qui est vraiment ironique. En toute illégalité, la direction de l'hôtel Nowhere, dans lequel elle est gouvernante, vient d'embaucher de nouvelles femmes de chambre pour casser la grève naissante. La scène évoque une pratique courante dans les conflits qui animent le secteur de la propreté, bien moins sur les plateaux de tournage.
Pourtant, la boîte de production Ciné TV qui produit cette série diffusée par France TV s'est elle-même livrée à un tel remplacement lors de la grève historique des techniciens d'audiovisuel qui a touché son tournage fin 2023. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une grève invisible, alors que c'est une profession, on pourrait se dire qu'elle serait couverte médiatiquement, justement. Mais ça a été assez loin, et ça a touché des Top Chef, Koh-Lanta... Ouais, mais j'en avais vraiment jamais entendu parler de ça. J'ai quelques hypothèses sur le fait de pourquoi ça a été. Je sais pas s'il faut les en parler maintenant. J'ai des hypothèses parce qu'en fait, j'aurais pas posé la question de pourquoi les syndicalistes n'avaient pas essayé de plus médiatiser le truc. Alors, est-ce qu'ils ont pas essayé, est-ce qu'ils ont pas réussi? Moi, mon hypothèse, c'est qu'ils ont peut-être pas assez essayé parce que, enfin voilà, quand on arrive à toucher des gros tournages, etc. Enfin, il y a un intérêt médiatique. Quand on arrive à mettre en galère, je sais pas si c'était Top Chef ou ça peut intéresser beaucoup de médias et pourtant on n'en a pas entendu parler de cette grève alors qu'elle était d'ampleur. Je pense que c'est parce que mon hypothèse c'est qu'il y avait un manque de connexion entre. Enfin, on avait des syndicalistes qui n'avaient pas l'habitude de mener des telles grèves pour plein de raisons, pas du tout parce qu'ils étaient mous ou que sais-je, mais parce que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, parce que c'est un secteur très compliqué avec des intermittents, donc des employeurs différents qui changent. Ça aussi, j'en parle dans l'article. Et il manquait, en fait, je pense, de réseau médiatique, tout simplement, et de contact chez les journalistes, ou de manière de savoir-faire sur comment médiatiser. Enfin, voilà, on a des syndicalistes qui ont des grandes habitudes sur comment médiatiser leurs mouvements, qui ont des contacts chez des journalistes qui vont voir rapidement, souvent, qui arrivent à médiatiser le truc, et il y en a d'autres qui ont moins ces habitudes-là. Je pense que c'était... S'il n'y a pas une pratique de la grève régulière, exactement. Dans les secteurs, on sait que la grève est beaucoup plus pratiquée parce que c'est l'habitude. Il y a d'autres endroits où on est plus dans la négociation de base, où les grèves sont plus risquées peut-être, notamment avec des intermittents, tu l'évoquais, et puis dans des petits milieux aussi où les gens peuvent plus forcément travailler s'ils se retrouvent à être catalogués grévistes. Donc c'est ça que dit Bobian dans le chat, effectivement, que beaucoup de grèves sont invisibilisées. Et donc tu écris que l'histoire du tournage de Frotter-Frotter, celle d'un grand écart entre les valeurs défendues à l'écran et l'exercice concret de la fonction patronale. Et c'est peut-être pour la réalisatrice Marion Vernou que la dissonance cognitive est la plus difficile à assumer. Alors tu le disais tout à l'heure, effectivement, elle est connue. Professionnelle confirmée, nommée au César en 95 pour sa première œuvre et primée à la Mostra de Venise en 99. Elle signe avec Frotter-Frotter une série où elle se place du côté des salariés en lutte. Mais sur son plateau, elle enfile au contraire le costume de la patronne, prête à s'opposer aux grévistes selon les témoignages que nous avons recueillis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, à la base, la grève ne part pas de l'ambiance en plateau. Pas du tout. C'était un mouvement global des techniciens, mais elle n'a pas accepté ce mouvement-là, quoi. Les gens sont plutôt contents de bosser sur cette série, ça c'est un peu détaillé après, mais ouais, non, pas du tout contre elle au début. Et donc, mais sur son plateau, donc elle est prête à s'opposer aux grévistes, pression mise sur les délégués du personnel, tentative d'ignorer les grévistes, puis de les remplacer. Son comportement finit par braquer une partie de son équipe et contribue à faire capoter la première session du tournage. Contacté, Marion Vernou et la quasi-totalité des acteurs principaux de la série n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Il y a un petit peu aussi une omerta sur le sujet des acteurs professionnels, notamment, je suppose, qui n'ont pas voulu... Ouais, j'ai une toute petite réponse d'une des actrices un peu connues, mais les autres, ont botté en touche. En fait, tout le monde se réfugie un peu derrière la réponse de la production qui est à la fin, qui est un peu une non-réponse, qui est de dire oui, c'était difficile pour nous cette grève, comme c'était difficile pour tout le monde, point. Ouais. Maintenant, la série est sortie, on est content. Ouais, ok. Donc pas de réponse. Ciné TV s'est contenté d'un mail lapidaire, voir la boîte noire également en fin d'article. Ce qui est intéressant aussi dans l'article, sur quoi ça m'a fait penser, c'est sur la question des boîtes de prod, parce qu'on a beaucoup d'images. Alors c'est Usul et Loumi qui en parlaient dans Rhinocéros, vous savez, ceux qui suivent l'émission de la semaine dernière, en disant qu'en fait on a l'impression que c'est le service public, mais en fait il y a énormément de boîtes de prod privées qui s'occupent de faire les émissions qu'on voit régulièrement sur France TV. Donc on a aussi un fonctionnement qui n'est pas public en fait totalement. Non, oui, alors là, aucunement. Oui, bien sûr, ouais, ça paraît sur France Télé, mais non, bien sûr, c'est totalement privé. Ouais. Mais ça reste ce qu'ils appellent une petite boîte de prod, Ciné TV. Alors, je sais pas à quel point elle est petite, c'est quand même... en fait, ça fait pas partie des plus grandes, notamment Media One. Media One, ça commence aujourd'hui, aussi des trucs pour TF1, enfin... Ouais, voilà, complètement. Alors, le scénario de Frotter-Frotter s'inspire de la grève de l'Ibis Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris, qui a fait parler d'elle entre 2019 et 2021, une grève très très longue. Une vingtaine de femmes de chambre d'origine africaine avaient alors obtenu de fortes augmentations de salaire après une lutte de 22 mois. Cette bataille a notamment fait émerger la figure de Rachel Keke, femme de chambre et gréviste, élue députée du Val-de-Marne sous la bannière de la France Insoumise en 2022 et battue après la dissolution, là, dans cette même circonscription.
Les premiers rôles sont joués par des actrices connues et certains seconds rôles par des non-professionnels. Solange, la gouvernante malienne, mère de famille nombreuse, Eye Aïdara, Fanny la bourgeoise, déclassée au bout du rouleau, Émilie Kahn, Michel, la militante queer grande gueule, Carole Rocher, 3 femmes qui n'ont rien en commun et vont pourtant s'unir autour d'un combat, une grève de femmes de chambre, résume le synopsis. Tourner des sujets. Alors, t'as pu voir par contre des témoignages notamment chef électricien, tous les techniciens, là, ça a été peut-être plus simple que les acteurs. Bah oui. Bah, c'est essentiellement eux qui parlent. Il y a un témoignage qui est quand même assez rare, c'est une des bras droits, c'est comme ça qu'elle est appelée, je crois, de la réalisatrice qui était gréviste, enfin qui soutenait la grève, qui n'était pas vraiment gréviste parce qu'elle pouvait pas vraiment se le permettre, mais qui a une parole du coup très proche de la réalisatrice qui est intéressante. Et après, sinon, on a beaucoup de grévistes et aussi de non-grévistes qui parlent. Voilà, et tous sous anonymat, ouais. Puis les actrices, ce que je trouve intéressant, c'est les actrices non professionnelles aussi qui témoignent dans l'article. Ah oui, c'est vrai qu'on a. Ouais, bien sûr. Merci de le rappeler. Donc, tourner des sujets sociaux et engagés, ça n'arrive pas souvent. Alors, quand on est venu me chercher, j'étais très content. À 38 ans, Raymond, chef électricien, donc évidemment anonymisé, chef électricien lillois, était de ceux qui ont animé la grève durant le tournage de Frotter Frotter. S'il a aujourd'hui quitté la profession, il garde un souvenir enthousiaste de son début de tournage. Même si je savais que les budgets allaient être plus serrés que sur une série TF1 et qu'on allait nous demander d'être au four et au moulin, je prenais sur moi parce que le sujet était d'intérêt général sur Mortil, donc service public, quoi. Pourtant, il se retrouve rapidement tiraillé entre son envie de tourner et la perspective d'un mouvement de grève qui se prépare dans l'audiovisuel. Donc, ce syndicat du SPIAC, je ne sais pas si on dit SPIAC ou SPIAC. SPIAC, ouais. SPIAC CGT, syndicat des professionnels des industries de l'audiovisuel et du cinéma, premier syndicat du secteur. C'est qu'une assemblée générale s'est réunie le 20 septembre, donc on était déjà dans un moment d'agitation sociale ça réfléchissait. dans le secteur. C'est vrai, c'est ça. Ouais. Les adhérents ont constaté que les maigres augmentations de salaire négociées ces 20 dernières années étaient loin de compenser l'inflation, ce qui est le cas dans énormément de branches où les augmentations de salaire ne suivent plus du tout les grilles. Piquant journaliste, par exemple, sur les négociations. Une revendication a émergé, 20% d'augmentation pour tous et toutes. Donc, là, c'était une projection des grévistes là, que tu présentes en décembre 2023. Le tournage de Frotter Frotter commence donc le 6 novembre 2023, donc dans ce contexte-là. En fin de journée, alors que toute l'équipe est réunie à la cantine pour un premier repas au soir, le chef électricien demande le silence et prend la parole. J'ai expliqué qu'un mouvement de grève aurait sûrement lieu pendant le tournage, se souvient-il. J'ai pris la parole avant la réalisatrice, ce qui ne se fait pas, donc crime de lèse-majesté, on pourrait dire. Comme je ne connaissais qu'une partie de l'équipe, j'ai un peu stressé, il semblerait que je n'ai pas dit bonjour. Voilà, donc là, ça commence. Vous n'avez pas dit bonjour, un grand classique dans les milieux de travail. Ouais, c'est vrai que cette anecdote, ça paraît un peu anecdotique, mais c'est revenu dans pratiquement toutes les bouches des personnes que j'ai interviewées, cette histoire-là. Il a parlé avant, elle l'a mal pris, et elle a dit qu'il fallait dire bonjour. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'au bout du premier jour de grève, la réalisatrice dit plus bonjour à personne. C'est vrai que du coup, c'est... Mais en vrai, ça m'étonne pas vraiment que ça ait été autant fait de bruit, quoi. C'est ce genre de truc un peu... Ça reste, en fait. Ouais, c'est du truc humain qui voilà, tu restes sur un tournage où il y a une 50aine de personnes avec qui tu vis pendant plusieurs semaines, parce que voilà, t'as des grosses horaires de travail, machin. Et donc, tes anecdotes humaines, en fait, qui ressortent et qui nourrissent... en fait, ça nourrit une grève, quoi. C'est pour ça que je l'ai gardé, ouais. Oui, mais pour ça, c'est... Marion Vernou s'adresse alors à son tour à l'équipe. Elle affirme sa joie de travailler sur cette série télévisée et rappelle qu'elle tient à ce que les salariés se saluent tous les matins. C'est sacrément ironique, sachant qu'elle a fini par ne plus dire bonjour aux grévistes, notre Raymond. La séquence, rapportée par de nombreux techniciens grévistes, jette un premier fois sur le plateau. Donc, la colère gronde dans le secteur audiovisuel. Sur le tournage de Frotter Frotter, Raymond et Jacques, un ingénieur du son qui fait partie des doyens du plateau, sont élus délégués du personnel et organisent un premier vote sur le principe de la grève. Les techniciens sont dans leur grande majorité lillois et se connaissent. L'équipe est soudée et plutôt militante. Le principe de la grève est ainsi voté par 40 personnes sur 48. 7 votes contre, 1 blanc. Alors juste un point sur les techniciens. Eux, ils sont embauchés par France Télévisions. Non, par la boîte de prod. C'est des gens de boîte de prod. Ah ouais, okay. Boîte de prod. Et ouais, ce qui était important, c'est qu'en fait... Alors, à quel point... en fait, employer des techniciens sur la région où tu tournes, ça permet... alors précisément, ça dépend des cahiers des charges et tout, mais d'avoir des subventions régionales. D'accord. Tu vois. Et donc c'est pour ça aussi que Marion Vernou, elle vient pas qu'avec ses équipes à elle parisiennes, que des gens qu'elle connaît. Elle prend aussi des gens du secteur et aussi peut-être parce que ça lui tient à cœur de prendre des gens qui connaissent la ville et tout. Hein. Mais voilà. Il y a aussi une carotte peut-être financière.
Et c'est important parce que tous ils se connaissent, parce qu'ils participent à des tournages ensemble. Enfin, c'est un petit milieu où ça se coopte beaucoup. Et d'avoir une équipe qui se connaît en partie, et qui est soudée et militante, ça aide aussi à faire une grève. Et le premier vote sur le principe de la grève, en fait, ça veut dire que le syndicat n'avait pas encore dit est-ce qu'on fait un jour, est-ce qu'on fait 2 jours, quel jour. Mais Raymond et Jacques, ils ont pris le parti de faire voter les gens sur le principe de la grève. Donc, quelle que soit la modalité qui soit appelée par le syndicat, on la suit. Pour tâter un peu le terrain et voir si les salariés suivraient, quoi. Et donc là, en fait, c'était intéressant d'avoir... parce que j'avais pu avoir les archives des grévistes et c'était pas mal pour avoir les nombres précis de votes, quoi. Et donc, ça fait l'unanimité largement, quoi, 40 personnes. Et donc, comme ils disent, à ce moment-là, le directeur de production est encore très ouvert, il y a un respect des grévistes. Donc, pour l'instant, c'est un peu, c'est cool les grèves, on est tous de gauche. Mais tant que c'est pas vraiment le cas, personne ne mesure l'ampleur que va prendre le mouvement et l'impact qu'il aura sur la série, constate Raymond. Cette incrédulité générale s'explique. Les grèves sont rares et risquées dans la profession. C'est un petit milieu où tout le monde se connaît. Passer pour le gréviste ou l'emmerdeur, c'est prendre le risque qu'une production ne vous fasse plus jamais travailler, voire qu'elle en parle aux autres employeurs. Pas facile d'obtenir son intermittence dans ce contexte, résume Nicolas Jasinski, délégué général du SPIAC-CGT. C'est d'ailleurs pour cette raison que les salariés interrogés dans cet article ont souhaité témoigner sous anonymat. D'ailleurs, je crois que Raymond, tu m'as dit, tu as changé de métier. Alors, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais... Non, c'est pas lié. D'accord. Les difficultés financières des techniciens entrent aussi en ligne de compte. Je louais un logement à 950 € par mois pour venir travailler à Lille. Je gagnais à peu près 1 000 € la semaine de tournage. Et une seule journée de grève, je perdais environ 200 €. Et j'avais besoin de faire des heures pour compléter mon intermittence, raconte un technicien. Pour toute cette raison, la production ne se projette pas sur un conflit long et parie sur le fait que l'orage passe vite. Ils n'ont pas pris vraiment au sérieux le premier vote, quoi. Non. Enfin, voilà, ils se sont dit... En fait, ce qui se passe souvent, ce qu'on m'a expliqué sur les tournages, c'est qu'il y a des débrayages, en fait. C'est, on n'est pas content d'un truc, on veut le visibiliser, on veut une sorte de première action syndicale, premier pas, c'est, on va arrêter de bosser entre, je dis midi et 2, non, allez, entre 13 et 14. Ouais. Et on va faire une photo en mode, on n'est pas content, on a débrayé. Et en fait, cette heure-là, elle est limite rattrapée en heure sup à la fin de la journée. Et ça impacte aucunement le tournage. Voilà, le tournage. Et la production, au début, pense qu'il va y avoir un truc comme ça, quoi. Ouais. Un truc de visibiliser qu'ils sont pas contents, mais que, il faut pas que ça atteigne le tournage. Le tournage, c'est très cadré, très serré. Il faut aller vite parce que ça coûte très cher. Et donc, le moindre décalage d'une demi-journée qui saute d'une journée, c'est déjà un premier problème. Donc, il y a un peu une sorte de déni et on espère que ça va passer. Enfin, vu que ça s'est pas vu depuis très longtemps, une grosse grève. Oui, il n'y a pas de raison de penser que ça arrive. Ouais. D'ailleurs, il y a Noel Collen qui dit dans le chat, j'ai déjà fait des débrayages, c'est très symbolique plus qu'autre chose, c'est ça. Voilà. Mais bon, la grève finalement débute le 15 novembre 2023 à l'appel du SPIAC-CGT et du SNTPCT, le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision. C'est très long. C'est long. Et de la CFTC. Et la bataille qui démarre est exceptionnelle par son ampleur. La profession qui compte 130 000 salariés, donc c'est quand même une grosse profession, n'a pas connu de telle depuis 25 ans et la mise en place de sa convention collective. Sur Frotter où travaillent une cinquantaine de techniciens, le tournage est arrêté pour 2 journées. Nationalement, plus de 70 équipes de tournage et de post-production votent pour interrompre le travail pour des durées allant de quelques heures à 2 jours. Et oui, mais ça, c'est incroyable. En lisant l'article, je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'était sur une autre planète parce que j'en ai zéro entendu parler, quoi. Et sur la grève d'il y a 25 ans, donc c'était en 99, ce que m'expliquaient les syndicalistes qui l'avaient connu, donc ça fait déjà une grande ancienneté dans la profession. C'était il y a 10 ans, max. Non. Et c'est qu'ils avaient fait 1 à 2 jours de grève. Ils savaient même plus si c'était 1 ou 2. Et alors que là, ça explose. C'est plus d'une dizaine. En fait, ça n'a même rien à voir avec cette grève exceptionnelle, historique d'il y a 25 ans. Et là, on est largement au-dessus, quoi. Puis surtout, c'est un secteur où, alors, on me disait que c'est risqué, mais ça a aussi des grévistes qui ont énormément de pouvoir. Ça fait penser au secteur à l'époque de l'imprimerie. Quand il y a une grève, en fait, ça a un impact considérable sur la production, donc c'est très risqué aussi pour les employeurs. Et oui, et comme pour parodier Superman, quoi, un grand pouvoir implique aussi une grosse pression mise sur eux, en fait, parce que dans la mesure où ils font perdre des millions, on peut pas se permettre de les laisser faire leur truc. Donc, interruption de tournage, on se retrouvait à vivre certaines scènes qu'on était en train de filmer. J'ai noté des dialogues d'actrices que l'on répétait presque mot pour mot lors de nos réunions, raconte Raphaël, assistant de caméra sur la série et engagé dans la grève. Oui, c'est mise en abîme de la série pendant la grève. Très intéressant. Bon, je laisserai les gens lire, qui veulent lire l'article aussi sur un petit encadré sur ce qu'en pensent les actrices non professionnelles que tu as pu interroger aussi, qui elles disent globalement qu'elles soutiennent la grève.
Et c'est intéressant. Bon, je sais pas si t'as un truc à dire là-dessus. Ouais, je veux teaser le truc quand même parce qu'il est. En fait, il y a eu une sorte de pression, de chantage un peu affectif qui a été mise en place par la production et la réalisation et la réalisatrice. En amont de la grève, il y a une productrice exécutive qui s'est déplacée sur le tournage depuis Paris. Il y a la réalisatrice qui a pris la parole pour dire ben voilà, on fait un tournage important pour nous qui parle d'une grève, donc s'il vous plaît, ne désorganisez pas trop le tournage en faisant grève, et surtout regardez, on parle d'un sujet qui limite est plus important que le vôtre, parce qu'on parle de grève de femmes de chambre noires, c'est quand même des gens qui sont mieux payés, et c'est vrai, que les salariés de la production audiovisuelle. Même s'il y en a qui, en fait, grosso modo, avec leur intermittence, touchent le SMIC annualisé. Mais c'est différentes conditions de travail, ce que les salariés de la production de audiovisuelle ne nient pas. Et donc, en fait, vous faites un peu, grosso modo, c'est comme ça que l'ont rapporté les salariés interviewés, vous faites un peu une grève de petits bourgeois. Derrière vous, il y a des vraies femmes de chambre qui sont ces actrices non professionnelles, parce qu'il y a 2, 3, 4, je crois, actrices non professionnelles qui, pour certaines, pas toutes, sont femmes de chambre et voilà, qui viennent tourner. Vous les mettez en difficulté parce qu'elles ont pris du sans-solde auprès de leur employeur, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas votre grève de petits privilégiés et respecter ces femmes de chambre-là. Sauf qu'en fait, en les interviewant, ces femmes de chambre-là, qui ont été actrices non professionnelles, on se rend compte qu'elles étaient en soutien de la grève. Parce qu'elles-mêmes avaient vécu des grèves. Qu'elles comprenaient la difficulté du travail physique aussi. Elles comprenaient aussi. Les techniciens. Donc ces témoignages sont pas mal, si vous avez l'occasion. Ouais, de lire sur l'article en accès libre. Tu disais tout à l'heure, rapport de force est en accès libre pour tout le monde. Déjà, j'ai même pas envoyé le lien de l'article dans le chat, d'ailleurs. Donc j'ai peur que OBS explose à chaque fois que je fais un truc, mais quand même l'envoyer, voilà. Donc, à Lille, les grévistes de la mini-série Émancipés du césarisé Philippe Faucon, ainsi que les salariés d'une des séries phares de TF1 HPI se joignent à ceux de Frotter Frotter pour un repas et une photo. À Paris, environ 500 techniciens manifestent devant l'USPA, donc l'Union syndicale de la protection audiovisuelle, un des principaux syndicats de producteurs, donc syndicats patronaux, auquel adhère Ciné TV. Une délégation syndicale est reçue, mais les employeurs temporisent et proposent des négociations tardives le 5 décembre. En mode, peut-être que vous aurez arrêté la grève d'ici là. Vous aurez changé d'avis. Ouais, c'est très tard. Enfin, c'est eu un peu un crachat de proposer le 5 décembre. Là, je crois qu'on est le 15 novembre, donc ça veut dire presque 3 semaines. On va voir si vous faites grève encore 3 semaines. Allez, à bientôt, au revoir. Complètement. Mais en attendant, la grève affecte financièrement les tournages, notamment celui de Frotter Frotter, dont le budget est serré. Ciné TV doit payer les non-grévistes sans avoir la certitude de tenir son calendrier. Il a fallu sans cesse réorganiser le plan de travail et se demander comment on allait rattraper le temps perdu, témoigne Marie, qui occupe un poste à responsabilité sur le tournage, mais soutient la grève. Donc c'est la personne dont tu parlais tout à l'heure, qui est le bras droit de la réalisatrice, qui on voit qu'elle peut pas, veut pas faire grève, mais elle comprend le principe, quoi. Complètement, ouais. Et donc, une équipe de tournage tiraillée, les relations entre l'équipe dirigeante et les grévistes se tendent fortement. La réalisatrice ne les salue plus. Marie note l'écart entre le projet social de Marion Vernou et son comportement face aux grévistes. Je lui expliquais que je soutenais la grève parce que je voulais que derrière les productions se retournent vers les actionnaires et les diffuseurs pour avoir plus de budget et mieux payer les salariés. Pour moi, c'était ça la vérité de ce mouvement. Les conditions de travail sur les tournages sont de plus en plus difficiles. Je croyais avoir affaire à quelqu'un qui avait de l'empathie pour tout ça. La réalité était très différente. Le film était plus important que tout. Elle s'est convaincue que tout le monde était contre elle et s'est braquée. Alors que, encore une fois, la grève n'était pas liée particulièrement à ce tournage-là. Conséquence de cette farouche envie de tourner, les délégués du personnel sont mis sous pression. Jacques raconte, le directeur de production m'appelle sur les coups de 21h. Il est très remonté et me dit que la mobilisation est en train de couler la série, comme si j'en étais l'unique responsable. Je n'ai pas apprécié la manière dont il m'a parlé et j'ai proposé que les postes de délégués tournent. La pression mise sur cet ingénieur du son, poste clé du tournage, le dissuadera de faire à nouveau grève. Donc intimidation sur les délégués. Quoi. Ouais, il faut comprendre que le poste de directeur de production, c'est un poste très important. C'est le représentant de la production, donc du financeur du tournage, sur le tournage. Donc le gars est là à Lille tous les jours et regarde comment ça se passe. Et donc lui, il cogite beaucoup. Quand on lui dit qu'il va y avoir une grève, c'est lui, il sait combien ça coûte. Donc il emploie des méthodes, de la pression, quoi. Hein. C'est ce Jacques, je me souviens plus s'il le connaît d'avant, mais il vient de Paris, c'est quelqu'un d'expérimenté, il connaît... Non, je crois pas qu'il connaît directement la réalisatrice. Mais en tout cas, voilà, c'est
sorte de cadre sur le tournage. Et donc, en plus, c'est lui qui est responsable du son, donc c'est complètement un poste clé. S'il fait grève, c'est foutu. Parce que c'est ce qu'on voit après, en fait. Le nombre de grévistes est important parce que ça permet de se donner de la force, de se dire on mène pas une action, on n'est pas esselé avec tout le monde contre nous. Donc c'est très important pour le mental, etc. des grévistes. Mais en fait, il y a certains postes, il suffit qu'ils fassent grève pour que ça s'arrête. Et Jacques, il fait partie de cela. C'est pour ça qu'en fait, il reçoit un coup de fil très rapidement, quoi. Ouais. Oh. Et que, en fait. Et donc, il y a vraiment un coup de fil de menace, quoi. Il n'a pas été jusqu'au terme de menace, mais voilà, il nous dit il y a un rapport de force qui se met en place, et eux, ils jouent leur carte. Ouais. Et sur moi, elles ont marché. Et il dit on m'a fait comprendre que si je ne me remettais pas à bosser, je pouvais tout bloquer. La production et la réalisatrice voulaient faire leur série, et nous allions obtenir des augmentations de salaire. C'est une promesse un peu. Je sais pas s'ils l'ont tenu ou pas, les augmentations. Non, nous voulions obtenir. C'est leur objectif. Quoi. Ouais, c'est 20%. Donc j'ai manqué de courage, je suis retourné bosser alors que les autres continuaient la grève, ressasse Jacques, qui aujourd'hui encore se sent coupable. Jacques et Raymond abandonnent finalement leur responsabilité de déléguer du personnel. Et donc, sur l'ampleur de la grève, tu mets même Koh-Lanta, Top Chef ou Pékin Express débrayent. Bizarrement, ils n'en ont pas parlé sur M6. L'équipe est tiraillée. Faut-il poursuivre une grève, même jugée légitime, au prix d'une mise en péril du tournage ? Les délégués, désormais anonymes, décident d'organiser un vote électronique. Le 22 novembre, sur 42 votants, 21 votent pour une journée de grève hebdomadaire, quand 17 votent pour 2 journées. Mais quand même, tout le monde vote pour continuer la grève. Ouais. Ce qui n'est pas anodin, parce que les gens, je pense qu'ils tiennent à leur travail, ils sont contents de leur travail, et ils veulent que le tournage se passe bien, mais s'il y a une grève votée aussi largement, c'est qu'il y avait vraiment un problème dans les rémunérations. Tellement, en fait, cette partie-là, j'ai un peu insisté dessus, parce que ça montre que... on n'est pas dans ce que disait la réalisatrice. Enfin, elle a été, semble-t-il, selon les témoignages, elle a beaucoup pris pour elle cette grève, alors qu'en fait, il y a une volonté de la modérer, peut-être, de la ménager. Elle, on ne sait pas, mais en tout cas, le tournage. Ouais, le tournage, les gens aiment leur travail, quoi. Ouais, et voilà, c'est ce qui est marqué après. 16 personnes ont voté pour déclarer en avance les jours de grève à venir. Ouais. Ce qui donne la visibilité à la production pour organiser son plan de travail, ce qui affaiblit la grève, en fait. Ils étaient arrangeants, en fait. Donc, ils sont complètement tiraillés. Oui, on veut faire une grève, c'est important, mais c'est dur de faire planter un tournage. Et ouais, ce passage sert vraiment à montrer ça, quoi. Ouais, c'est ça. La modalité la plus radicale n'est pas la plus populaire. Signe que de nombreux techniciens veulent ménager la production et la réalisatrice. 16 votent même pour déclarer en avance les jours de grève à venir, ce qui donnerait de la visibilité à la production pour réorganiser son plan de travail. À l'échelle nationale, la lutte continue de prendre de l'ampleur. Au moins 86 équipes de tournage et de post-production arrêtent le travail lors des 23 et 24 novembre. Les plus gros tournages étaient en grève et les équipes de post-prod d'émissions de télé à succès aussi, se souvient Nicolas Yasinki. Alors c'était la post-prod du coup pour les grosses équipes, pas les tournages directement. Ou c'était les deux. Alors pour les grosses, enfin tu vois, pour je sais pas si pour Koh-Lanta, Top Chef, c'était uniquement la post-prod ou s'il y avait également des salariés en plateau. C'est des détails que moi j'ai pas. Ouais, c'est assez difficile d'en avoir, je pense. Ça aurait pu se trouver effectivement. Ouais. Mais donc ça c'est Koh-Lanta, Top Chef ou encore Pékin Express, donc là qui sont pour le coup des très grosses machines qui coûtent des millions d'euros et qui en rapportent autant, qui étaient aussi en grève. Il y a eu toute une bataille autour de la Starac aussi. Il y a failli avoir un blocage de la Starac, mais qui a pas eu lieu finalement, parce que là, je pense que la pression mise sur les techniciens doit être ouf. Ouais. Voilà. Et finalement, les syndicats de producteurs avancent les négociations au 30 novembre, comme quoi la pression a un peu fonctionné. Une proposition émerge, 5% d'augmentation pour les salaires inférieurs à 1 000 euros par semaine, 3% pour les autres, et peut-être un morceau de pain sec et une bouteille de cristalline, bien loin des 20% exigés par les grévistes. Ces derniers refusent évidemment massivement l'offre, c'est une offre qui est quand même assez ridicule dans un contexte d'inflation. Mais ouais, et en même temps, je spoil, mais c'est cette offre qui va être signée à la fin. Donc c'est compliqué. Enfin, c'est très loin. Mais enfin, les 3%, ça couvre à peine. C'est ridicule. On est d'accord. Et c'est difficile, c'est que en tout cas, c'est ce qu'ils ont été en capacité d'obtenir malgré ce mouvement-là. On pourra revenir sur les raisons de pourquoi. Ouais, puis ça montre aussi que c'est pas des gens qui ont une volonté de détruire les tournages et d'empêcher les séries de sortir, quoi. Et la lutte entre dans une nouvelle phase plus dure. Une nouvelle grève de 4 jours est prévue à partir du 4 décembre.
Sur le tournage de Frotter, la proposition divise, et là ça commence, une scission se confirme entre Lillois et Parisiens. Les premiers demeurent plutôt en faveur de la grève, quand les seconds, souvent plus proches de la réalisatrice et de la production, souhaitent travailler. Ce que tu disais tout à l'heure, embaucher les gens sur place qui connaissent moins la réalisatrice, là c'était l'équipe qui travaillait habituellement avec elle. Comme une moitié de techniciens décident de se rallier aux 4 jours de grève, la série est sérieusement mise en danger. La production franchit alors une ligne rouge, continue à tourner, malgré tout, c'est là qu'on tombe dans l'illégalité. Ouais, les 4 jours de grève, hein, c'est vraiment un tournant, c'est fou, hein, 4 jours de grève d'affilée, dans le privé, dans une sorte de reconductible comme ça. Puis dans un secteur comme ça, où chaque heure est précieuse. Et le fait que ce soit suivi, ça montre une vraie colère, quoi. Le tournage de plusieurs petites scènes, un passage dans la rue ou encore une séance de jogging est organisé pendant les jours de grève avec une équipe réduite de non-grévistes. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai remarqué que, je sais pas s'ils le font à chaque bande-annonce, mais ils ont désactivé les commentaires. Ils ont désactivé les commentaires France Télé. Le truc est posté il y a 6 jours. Je sais pas. Mystère. Donc, des scènes sont quand même organisées pendant les jours de grève avec une équipe réduite de non-grévistes, ce qui n'est pas interdit pour l'instant. Le directeur de production n'a pas du tout mesuré le signal qu'il a envoyé en faisant ça. Il a voulu sauver coûte que coûte le tournage parce qu'il avait la production sur le dos et je ne le blâme pas. Mais il est passé en force et Marion Vernou a soutenu ça à fond. Évidemment, ça a envenimé les choses, raconte Marie. Et c'est que ça envoie un signal, même si c'est pas illégal, le fait de dire il y a cette grève qui est soutenue massivement, on le sait, hein, on a vu les votes, etc. sur le plateau, mais nous, il faut absolument qu'on tourne à tout prix. Et déjà, je sais pas, c'est un peu faux de se dire ça, mais si moi j'avais été un salarié sur le plateau, on peut se dire, il y a un gros écart entre ce que prône à l'écran la réalisatrice et ce qu'elle fait, pas du tout en soutien de notre grève. Si elle veut tourner, donc affaiblir le poids de notre grève, elle peut pas dire qu'elle est en soutien. Alors que tu fais un documentaire sur la grève pendant le film. Voilà. Très bien. Une autre situation. Alors, attendez, est-ce que j'ai raté à quelque chose ? Ah oui, non, c'était là. En tant que responsable de l'éclairage du plateau, Raymond occupe un poste indispensable, mais il est gréviste. Le chef opérateur est venu me voir et m'a prévenu qu'il avait contacté un autre chef électro qui ne faisait pas partie du tournage. Il voulait l'embaucher pour les sessions en équipe réduite. Il voulait tellement tourner qu'ils sont allés jusqu'à remplacer des grévistes. Une méthode strictement interdite par la loi et, rappelons-le, dénoncée dans Frotter et interdit depuis longtemps. Ça, c'est vraiment un truc assez central dans le droit de la grève en France, c'est qu'on ne remplace pas les grévistes. Ouais. Non. Et oui, alors il y a marqué, il voulait l'embaucher, c'est la production, hein, j'ai mis. Ouais. C'est le chef opérateur sert d'intermédiaire, oui, parce qu'il connaît le chef électro, etc. C'est la production qui embauche. Une autre situation plus ambiguë pose également la question du remplacement de grévistes. Juste avant l'appel à la grève de 4 jours, le directeur de production est venu me voir pour me dire qu'il y avait trop de flou dans les rushs. Je lui ai proposé qu'une nouvelle personne vienne renforcer l'équipe caméra qui était sous-dotée dès le départ. Se souvient Sarah, assistante caméra également impliquée dans la grève. Finalement, la production a fait venir de Paris un premier assistant caméra B qui lui était tout dévoué et qui a continué à tourner en équipe réduite. Le problème, c'est que dans les faits, il a servi à remplacer les différents grévistes en fonction des besoins. Je me suis senti manipulé. Un peu un contournement du droit, là. Ouais, là, il a été plus fin, ce directeur de production. En fait, juste avant les 4 jours, il est allé voir cette assistante caméra, qui est responsable de l'équipe caméra, qui avait un poids dans les décisions d'embauche. Il lui a dit « Ah, mais tes images sont pas si bonnes. » Est-ce que c'était vrai? Voilà, elle-même, ça savait pas me dire. Mais en tout cas, ça a été utilisé comme argument pour dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire vu que tes images sont pas bonnes. Et elle s'est dit on peut embaucher quelqu'un de plus. Dès le départ, on n'est pas assez. Et donc, il a fait venir quelqu'un de plus avant ces 4 jours. Et cette personne-là, en fait, a remplacé les grévistes. Ouais, d'accord. C'était une arnaque. Bizarrement, à certains moments, ils arrivent à trouver en tout cas, elle l'a vécu comme ça. Ouais. Ils arrivent à trouver des gens en plus à certains moments, bizarrement. Ouais. La mise en place des équipes réduites et la poursuite de la grève précipitent la fin du tournage. Petit à petit, on s'est mis à tourner certaines séquences qui n'étaient pas prévues à l'origine pour être filmées en équipe réduite. Alors là, c'est devenu du grand n'importe quoi, se rappelle Marie. La situation devient insoluble sur le tournage lillois. Les grévistes sont trop engagés dans la grève pour reculer. Et puis, on n'avait plus envie de bosser pour une réalisatrice qui nous traitait de cette façon. Appuie Raphaël. Ils sont rejoints par l'équipe des décors qui n'était pas partie prenante de la grève, mais qui sature des conditions de travail en équipe réduite. Donc là, pour le coup, une grève qui a éclaté à cause des conditions de travail suite à la grève au niveau national. Quoi. Ouais, c'est ça. Une grève illimitée et actée, ça revenait à mettre fin au tournage, résume Raymond. Et finalement, le 14 décembre signe la fin de la partie. Les équipes reçoivent un mail signé Ciné TV qui met immédiatement fin au tournage alors qu'il reste 7 jours de travail. Alors ça, je sais pas si c'est... Ah oui, c'est s'affranchir du droit du travail, c'est marqué juste après. J'allais dire, ça a l'air illégal. Ça n'en a pas que l'air. C'est le cas. Cet arrêt affectera le paiement des salaires à compter de ce jeudi 14 décembre, ose la boîte de production. Une décision qui s'affranchit encore du droit du travail puisque les contrats de la grande majorité des salariés courent jusqu'au 22 décembre.
les techniciens contestent et la production se ravise. Pour le coup, ils sont revenus sur ça, mais encore une fois, ils ont tenté en fait. Ouais, des méthodes d'un autre âge. Ils ont tenté, ils ont dit bah voilà, le tournage s'arrête, donc même si vous avez un contrat qui est encore pendant 7 jours, le paiement des salaires sera affecté. Il y avait cette phrase dans le document là que j'avais pu consulter. Donc ça veut dire en gros, alors est-ce que vous ne serez pas du tout payé sur ces 7 jours, mais ça veut dire au moins vous serez payé moins. Donc c'est qui est illégal, parce que c'est un contrat. Si tu fais pas une rupture de contrat, on doit te payer jusqu'à la fin de ton contrat. Oui, logique. À part si t'es gréviste, mais à partir du moment où c'est la production qui arrête le tournage, ça ressemble en fait à un lockout, ce qui est fait ce qui est légal. C'est aux États-Unis, on voit les images des gens qui se retrouvent avec la porte fermée en revenant de la grève et qui après ils proposent la réembauche aux grévistes. C'est le patron qui décide de fermer sa boîte pour casser une grève. Ouais. Ça, c'est interdit chez nous. C'est ça en fait. Un second tournage permettant de boucler la série est finalement organisé début 2024. Ciné TV a dû perdre beaucoup d'argent, il fallait engager de nouvelles personnes, louer à nouveau du matériel, des décors, estime Marie. Aucun des techniciens interrogés n'y a participé. Pour les grévistes les plus chevronnés, la question ne s'est même pas posée. Et pour Marie et Jacques, qui n'ont pas participé à la grève jusqu'au bout mais la soutenaient, le lien de confiance avec la réalisatrice était rompu. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas allés voir les personnes qui étaient grévistes à la base, ou même eux-mêmes ne voulaient pas revenir sur le tournage ? Est-ce que tu as un peu de détails sur pourquoi ils n'ont pas été... Alors pour les grévistes, comme je dis, c'est la question ne se posait même pas, parce que elle avait plus envie de bosser avec la réalisatrice. Donc ils sont pas allés la voir. Puis elle, sans doute, les aurait pas rembauchés non plus. Et pour Marie et Jacques, c'est plus compliqué, donc parce qu'eux, ils ont fait le tournage en entier, la première session de tournage en entier, mais en se forçant, grosso modo, en se sentant engagé, en n'ayant pas envie, mais en le faisant quand même. Et alors je me souviens plus si c'est eux qui sont pas allés revoir la réalisatrice ou si c'est elle qui leur a pas proposé, mais grosso modo ça matchait plus quoi. Ouais, forcément ça s'est arrêté quoi. Et à l'écran, l'épisode 4 de Frotter Frotter se conclut avec la victoire des femmes de chambre grévistes. Donc attention, on n'a pas marqué spoiler au début de l'article. Après, on connaît la vraie histoire. Dans l'ultime réplique, Solange, donc c'est une mini-série de 4 épisodes, Solange, leur meneuse, décidait à ne plus voir les conditions de travail de quiconque dégradé, conseille à un livreur. Une grève, ça casse, c'est long et ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Les grévistes de Frotter Frotter garderont un souvenir bien plus amer de leur lutte. Elle n'a pourtant pas été vaine. De fait, si la grève dans la production audiovisuelle n'a pas abouti, donc ça, on va lire l'encadré après, le SPIAC CGT a réalisé une progression historique de 21% lors des élections professionnelles des TPE du secteur qui ont eu lieu fin 2024. Le syndicat relie directement ses résultats à la mobilisation à l'élection TPE qui ont eu lieu donc effectivement l'année dernière. Oui, c'est ça. Oui, c'était marqué en plus. Donc ça, effectivement, un résultat électoral pour la représentation syndicale. Après, est-ce que la représentation dans les TPE a un poids ? Ça, c'est une autre question. Alors oui, je peux te répondre. En fait, c'est vrai que là, c'est juste les résultats des élections de TPE et c'est pas harmonisé. Alors parce que le SPIAC pèse, je l'écris un peu après. Non, je sais plus. À peu près 35%. Non, ça c'est le SNTPCT. C'est l'autre syndicat qui pèse 27. Le SPIAC CGT, c'est le premier syndicat de mémoire. Il est pas loin des 40%. Il est entre 35 et 40. Donc ça lui permet pas d'être majoritaire, ça lui permet pas de s'opposer aux accords d'entreprise, de convention collective, d'accords de branche. Mais bon, voilà, il y a un enjeu de devenir de plus en plus représentatif, forcément. Et les résultats des élections TPE, même si ça permet pas de calculer la représentativité globale du syndicat, c'est assez significatif parce que il y a beaucoup de salariés des TPE dans le secteur. Voilà. Et donc les 21%, même si c'est pas tout, c'est quand même significatif. Ouais, c'est important comme. Et les résultats sur les plus grosses entreprises arrivent un peu plus tard, mais là, c'était pas encore tombé. Et donc fin de la grève, encadrée à la fin. Donc le 18 janvier, 3 syndicats, le SNT, PCT, la CFDT et la CFTC. Donc celui-là il est associé à un syndicat national ou c'est un truc indépendant, parce que des fois c'est associé à Sud un peu de façon. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un syndicat indépendant. Ok. Et donc c'est issu d'une scission de la CGT très vieille. D'accord, ok. Voilà. Je ne connaissais pas ce syndicat indépendant, on apprend tous les jours. Et donc ils signent l'accord, mais pas la CGT du coup.
plus 5% ou plus 3% en fonction du salaire, plus ou moins de 1 000 euros par semaine de tournage. Donc en fait, c'est exactement la proposition. C'est la première et seule proposition patronale. Ouais. Ainsi que des augmentations différenciées selon le domaine d'activité, fiction, flux documentaire, captation de spectacles vivants. Il suffit de 30% de représentativité pour pouvoir signer un accord. Le SNT-PCT était à 27%. Il suffisait qu'un seul autre syndicat signe pour qu'un accord soit adopté, raconte Nicolas Jasinski du SPIAC-CGT. Souvent ce qui se passe d'ailleurs. Hein. Son syndicat tente de continuer à mobiliser, mais la dynamique est retombée. De nombreux tournages prévus à la rentrée ont été décalés au mois suivant, continue le syndicaliste. Or, sans tournage, pas de contrat de travail et donc pas de grève. Donc aussi, la technique patronale, c'était de décaler les tournages. C'était volontaire pour stopper les grévistes. Ouais, complètement. Enfin, ouais. En fait, en janvier, février, juste après cette grève-là, beaucoup de tournages ont été décalés pour pas que la grève reprenne. Par peur que la grève reprenne. Et ça, pour le coup, c'est très mesquin, mais c'est légal. Ah oui, totalement, ouais. L'idée contre laquelle nous inscrivons consiste à différencier les techniciens de la fiction qui feraient un travail plus noble de ceux du flux. Cela va contre le principe à travail égal, salaire égal, ne peut que diviser notre profession. Ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est aussi le cas chez les journalistes avec des grilles différentes selon radio, télé, radio associative, pas associative, etc. Aussi un corps de métier, on retrouve ça. On regrette le syndicaliste. À l'inverse, le SNT-PCT, qui se syndique avant tout les techniciens de la fiction, soutient cette option. Et je suppose que c'est les salaires les plus élevés, la fiction. Exactement. Comme probablement un hasard. Il déclare dans un communiqué l'indistinction entre flux et fiction tirait depuis des années nos salaires vers le bas. Il se trouve que maintenant c'est les salaires uniquement de la fiction qui sont un peu plus hauts. C'est plutôt pratique. Ouais, non, c'est assez catastrophique en fait, et c'est la grande un peu tristesse. Hein. Je suis désolé de dire comme ça de cet article, c'est que cette grève massive, historique. Enfin, voilà, a abouti à une sorte de régression sociale en fait, qui est la séparation au sein de la branche. Enfin, qui met pour la première fois en place un accord qui sépare la profession. Mais dans la même branche, en plus. Dans la même branche. Et bon, voilà, ça c'est un combat historique du mouvement syndical d'essayer d'unifier, parce qu'il est logique, le plus possible les professions, les salariés entre eux, en ayant le moins de division salariale, ce qui permet d'avoir tout simplement des mouvements de grève, une cohésion plus forte dans le salariat, et de permettre des avancées. Et alors au SNT-PCT, en fait, ça a beaucoup fait débat, et les adhérents ont fait un vote. Il a été très légèrement majoritaire en faveur d'opérer cette distinction. Ouais. Mais c'est ça qui est passé. Et voilà. Moi, je pense à titre personnel que c'est une grosse régression. Oui. Le SPIAC-CGT le dénonce comme ça aussi. Et voilà. Ça peut créer d'ailleurs des divisions en cas de prochains mouvements sociaux, quoi. Totalement. Les fictions disent non, c'est bon, on est assez payé, on ne suit pas la grève. Totalement. Et par contre, le point, on pourrait dire un peu positif, parce que je déteste finir sur des trucs complètement négatifs, c'est que le SNT-PCT perd beaucoup de crédibilité, beaucoup de crédit en ayant opéré cette distinction, notamment parce que c'était un mouvement massif, très suivi, etc. Et ça s'est senti notamment sur ces élections de TPE. Oui, donc notamment, je suppose, les salariés qui n'ont pas été concernés du flux ou de documentaires, peut-être moins voté pour eux aussi. Et donc, juste sur la méthode pour son article, pour terminer un peu, les salariés, donc tous anonymisés. La réalisatrice Marion Vernet n'a pas répondu. Et donc ça, c'est la direction de Ciné TV, donc c'est un peu la seule réponse que vous avez du côté patronal. C'est même totalement la seule réponse. La période de la grève a été une période difficile pour l'ensemble de l'équipe, techniciens comme comédiens. Nous avons surmonté collectivement ces difficultés pour livrer un programme dont nous pouvons tous être fiers. Nous nous réjouissons maintenant de sa diffusion prochaine, le 19 février prochain, ainsi que de sa projection en sélection officielle au festival de Luchon, nous a répondu la direction de Ciné TV, qui est donc pas une réponse. Non, absolument pas. Ouais. Contacter les principaux acteurs et actrices, Eya Edera, Carole Rocher, Francis Leplay et Gringe n'ont pas répondu à nos questions. L'actrice Émilie Camp a brièvement répondu, disant soutenir les revendications des grévistes, mais que le tournage était comme une mise en abîme. Nous avons tourné avec des femmes de ménage qui, avant de venir sur le plateau de tournage, avaient été faire des ménages, qui s'étaient levées 4 heures plus tôt. Souvent, elles avaient dû poser des jours pour venir tourner. La grève a fragilisé ces femmes et un tournage avec peu de moyens. Donc, elle soutient moyennement la grève, on peut dire. C'est compliqué, ouais. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est sincère avec cet argument, mais elle est sans doute. Mais en fait, ce qui est un peu... on a l'impression qu'elle n'a pas parlé véritablement avec ces femmes de ménage, parce que moi, quand je les ai interrogées, alors je les ai pas... Je pense qu'il y en avait 3-4 de mémoire, il y en a 2 là-dedans. Berthe Chiala que tu interroges. Exactement.
qui est nettoyeuse polyvalente pour Airbnb, qui dit qu'elle pouvait s'arranger, qu'elle est très contente parce qu'elle gagnait entre 220 et 240 euros par jour de tournage. Au lieu de 80. Au lieu de 80 euros pour le ménage, donc évidemment plutôt bénéf, quoi. Interrogée sur la manière dont elle a vécu la grève, elle poursuit: j'ai vu que beaucoup de techniciens travaillaient trop. Le caméraman, comment fait-il pour ne pas se casser le bras? Il court, il prend des angles, il arrange. Comment peut-il faire ça si son salaire n'augmente jamais? J'ai eu pitié, alors je leur ai dit qu'ils avaient eu raison de faire grève. Même par rapport à mon métier de femme de chambre, leur travail est difficile. Moi, je peux refaire les choses plusieurs fois. Eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc vraiment, logiquement, des personnes qui ont un travail physique et difficile se rendent compte de la difficulté du travail des autres et soutiennent le mouvement de grève. Et la deuxième personne que tu interroges, qui est donc Sally Caillé, la cinquantaine, française d'origine burkinabé, travaille depuis 25 ans dans la vente de vêtements par correspondance. Elle souhaite aujourd'hui devenir actrice professionnelle et bénéficie du soutien de ses collègues. Du coup, de la vente par correspondance. Ouais. Quand il y a eu grève sur le tournage, j'ai pu appeler ma responsable qui, heureusement, était compréhensive et acceptait que je reporte des congés déjà posés, explique-t-elle. Elle a participé à la deuxième session du tournage de Frotter Frotter et raconte: quand on a repris le tournage en 2024, Marion Vernou n'était plus aussi joviale qu'avant. Cela se comprend, elle a quand même perdu beaucoup d'argent avec la grève. En même temps, je comprends les gens qui ont fait grève aussi, parce que moi aussi j'ai fait grève dans la boîte où je suis. Quelques mois après le tournage, les salariés de l'entreprise Affibel dans lequel elle travaille sont eux aussi entrés en grève pour des augmentations de salaire. Donc, parce qu'effectivement, c'est un argument qui est assez déconnecté avec la réalité. C'est ça. On peut estimer que les gens ont juste supposé que les femmes de chambre allaient réagir de cette façon, ce qui était visiblement pas le cas, en tout cas pour deux d'entre elles. Vous voulu faire culpabiliser les grévistes, tout simplement, en leur disant regardez ce que vous faites à ces pauvres femmes de chambre, qui elles dit non, mais c'est normal. Et voilà. En tout cas, j'espère que l'article il est 59, incroyable, on est dans les temps. Ça a aidé aussi d'avoir 15 minutes de galère avant. Mais en tout cas, merci beaucoup Guillaume d'être venu. Donc, je rappelle le site Rapport de Force, qui est en accès libre. Vous pouvez faire un don si vous soutenez ce média indépendant. Avec l'article là, qui est sorti mercredi, c'est le dernier article qui est sorti cette semaine. Des petits teasings sur les sujets à venir éventuellement, parce que si vous avez des trucs prévus. Qu'est-ce qu'on a à venir là? On fait beaucoup de décryptage social, c'est-à-dire voilà, ce qui s'est passé hier avec les annonces sur les retraites, le déficit caché, tous les trucs comme ça. C'est des trucs qu'on suit de près, Ok. La forme des retraites, évidemment. Évidemment. C'est notre Coupe du Monde un peu à nous. C'est ça. C'est ce qu'on rate pas. Eh ben écoute, merci beaucoup. Alors je fais un petit raid. J'espère que je me trompe pas. Ah si, j'ai oublié un i. Voilà. Je fais un raid chez ma collègue pour terminer ce live. Il y a personne qui demande qui gère ce média. On est personne. On est trois journalistes et c'est nous qui gérons le média. On est une petite asso. Vous êtes associatif en fait. Ouais, on a un modèle associatif et voilà. Et on essaie de plus en plus de faire des trucs. C'est le cas notamment avec cet article, avec d'autres médias indépendants, parce que c'est un bilan un peu sur le secteur. On est trop petits, nous, et puis d'autres. Peut-être trop éparpillé et essayer de faire de plus en plus de trucs ensemble. On n'est pas les seuls à le faire d'ailleurs, ça se fait. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, je trouve que c'est une bonne chose avec des petits et gros médias indépendants qui se réunissent. Merci beaucoup encore à toi. Merci. Et puis nous, on se retrouve, alors pas la semaine prochaine parce que je suis en vacances, mais la semaine suivante, vendredi ici chez Mediapart et lundi sur ma chaîne. Salut tout le monde.